Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Notre appréciation d'une œuvre est souvent influencée par celle des autres. C'est inévitable quand on vit en société, l'opinion de la masse est vouée à avoir un impact sur la nôtre. Il y a des choses que vous détesterez même si vous les trouvez anodines à la base, simplement parce qu'on en fait des caisses dessus. Il y a des œuvres que vous défendrez même si vous ne les trouvez pas si géniales que ça, simplement parce qu'elles se font détruire par tout le monde. Et il existe plein d'autres façons d'être influencé par l'opinion générale. Et je suis loin d'être un cas à part. Preuve à l'appui, deux films, Lao et Street Fighter. Deux films que j'ai trouvés corrects dans l'absolu. Vous savez, le genre de film qu'on est content d'avoir vu une fois et qui ne devrait pas nous marquer plus que ça après coup. Mais voilà, c'est sans compter sur l'opinion générale. Tout le monde chie sur Street Fighter, et sincèrement je trouve ça injuste. Je vois les mauvais points du film, je comprends parfaitement qu'il déplaise, mais j'ai trouvé que c'était un petit film d'action léger fun, sans prétention, qui passe bien et qui ne mérite pas la haine viscérale qu'il reçoit. C'est pour ça que je m'en souviens encore et que je suis prêt à le défendre, même si je reconnais que c'est loin d'être un grand film qui mérite d'être retenu dans les mémoires. Et de l'autre côté du spectre, il y a Lao. C'est un film qui m'a un peu fait faire les montagnes russes à sa sortie. La première fois que j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit « Waouh, un petit vieux aigri et un gamin qui vivent des aventures faux-folles. Ça a l'air bien naze, dites donc !» Et quand je suis allé voir le film, j'ai eu en grande partie ce à quoi je m'attendais, mais aussi suffisamment de trucs bien pour me faire quitter la salle en disant « Bravo Pixar !» Vous n'avez toujours pas réussi à faire un film qui me déplaise. Et puis, il y a eu l'opinion générale. Tout le monde a fait les louanges de ce film. C'est un chef-d'œuvre. C'est le plus grand Pixar de tous les temps. Bla bla bla. Ça a été au stade où je ne pouvais plus piffer ce film, même si je le trouve correct à la base. Et je sais que je ne convaincrai personne avec cette critique et qu'elle a de fortes chances d'être mal vue. Mais moi, ça va me faire un bien fou. C'est parti pour Lao. Le film ouvre dans un vieux ciné où l'on diffuse des infos sur un endroit de l'Amérique du Sud appelé les Chutes du Paradis. Charles Muntz, un explorateur, y revient d'une expédition et il a trouvé le squelette d'un nouvel animal. Qu'y a-t-il? Les scientifiques crient au scandale. L'Ordre national des explorateurs accuse Muntz d'avoir fabriqué ce squelette. Connerie. Étant donné qu'on sait que l'animal existe, le squelette est forcément vrai, et ça fait passer les scientifiques soit pour des incompétents, soit pour des connards jaloux, ce qui est légèrement insultant pour la science, je trouve, mais surtout incohérent avec le fait qu'il a trouvé des tas d'autres carcasses d'animaux farfelus qui n'ont apparemment pas été rejetées, elles. C'est l'élément qui va lancer tout le conflit du film, et vous le foirez complètement. Mais c'est l'occasion de lancer le compteur PTDR de cette vidéo, alias putain de théorie du rêve. Pour compter toutes les fois où le fan invétéré va me balancer cette théorie comme excuse pour justifier l'incohérence que je pointe. J'ai déjà donné mon avis sur cette théorie et tout ce que j'aurais à rajouter c'est... Est-ce que ça vous aurait dérangé dans votre théorie si le rêve avait eu plus de cohésion? Notre héros, Carl, est un gamin fan de Muntz qui tombe sur Ellie, une autre enfant fan. Leur première rencontre ne se passe pas 100% bien. Le soir, elle vient chez lui s'excuser. Salut toi! T'as sûrement besoin qu'on te remonte le moral. Pourquoi les parents de Carl ne montent pas là? Et comment elle sait où il habite? Elle l'a suivi jusque chez lui ou elle lui a fouillé les poches pendant qu'il était inconscient? Ellie, stalkeuse en herbe! Et après une discussion unilatérale d'une nuit, on fait un bond en avant et nos tourtereaux se marient.
Apparemment, elle a changé de nom de famille en passant de Ellie Stéréotype à Ellie Cliché. On a ensuite la vie du couple qui passe et... c'est magnifique. Leur rêve d'être parents qui se brisent, leur retour sur leurs rêves d'enfance, les tracas du quotidien qui les empêchent de l'accomplir, tout ça est sublimement raconté dans ces quelques minutes sans dialogue portées par la musique. Bon, si je devais vraiment chipoter sur un truc... Pourquoi vous brisez la jarre à monnaie à chaque fois ? Vous savez qu'il suffit de la renverser pour que l'argent retombe. Et puis ça n'existe pas les comptes bancaires à votre époque ? Zut, si vous aviez juste fait un truc de 10-15 minutes sur cette intro qui se terminerait sur Carl qui décollerait avec ses ballons dans l'espoir de suivre leur rêve une dernière fois, ça aurait été le deuxième meilleur court-métrage Disney à mon goût. Malheureusement, ce film ne dure pas 10-15 minutes, il en dure 90, donc il y a tout le reste à prendre en compte. Carl se retrouve vieux et seul dans sa maison qu'une compagnie veut acheter pour reconstruire par-dessus. Mais il ne se laisse pas faire. Va te laver, hippie! J'imagine que c'était considéré comme une insulte il y a longtemps. Mais ils ne sont pas les seuls à venir déranger. Bonjour, madame, monsieur. Je m'appelle Russell et je suis un explorateur de la tribu des Wapiti, section 54. Ok, comment t'as pu avoir tous ces badges si tu peux même pas te présenter sans lire un putain de manuel? Il lui propose ses services que Carl refuse, mais le petit gamin est insistant. Bonjour, madame, monsieur. Je m'appelle Russell et je suis un explorateur de la tribu des Wapiti, section 54. Tu commences déjà à m'agacer, Russell. Ah oui, prends-le pour un con, ça va vraiment lui donner envie que tu l'aides. Il veut forcer Carl à accepter qu'il lui rende service afin d'obtenir un badge pour assistance à personnes âgées. Quel enfant charmant! As-tu entendu parler du tabou? Le tabou? Un oiseau, avec de gros yeux. Toutes les nuits, il s'introduit dans mon jardin et dévore mes pauvres azalées. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider. Ah oui, envoie-le à la chasse au Dahu, c'est bien. Là aussi, quel vieillard charmant! Mais... Suite à un incident, il blesse accidentellement quelqu'un et se retrouve contraint par la loi de partir en maison de retraite. Il décide alors de suivre le rêve d'Ellie et fait décoller sa maison avec des ballons direction les chutes du paradis. Comment il a pu installer tout ça sans que personne le remarque? Surtout qu'il n'y a aucune chance qu'il ait pu faire ça en une seule nuit. Mais Carl se rend compte qu'il a un passager clandestin. Ah! Bonjour, monsieur Fredriksen. Qu'est-ce qui t'a empêché de sauter de la maison au moment où elle a décollé, du con, et puis t'as joué à cache-cache avec la caméra parce qu'on te voit jamais dans les plans aériens avant ça? Bon, d'accord, allez, tu peux... entrer. C'est la première fois que je me retrouve dans une maison volante. Tu l'assimiles vite, dis-moi! Et il fait immédiatement son chieur touche-à-tout. Ça marche vraiment? Arrête immédiatement de... Comme ça, on va à droite. tout de suite. Et là, on va à gauche. Ça suffit! Est-ce que votre but, c'est de me faire m'attacher à lui? Parce que ça ne marche pas. C'est d'ailleurs d'autant plus foireux que Russell ne montre aucune inquiétude quant à sa situation. Ça a beau être un gamin, faudrait vraiment avoir un gros souci cérébral pour ne pas avoir peur en se retrouvant piégé dans une maison qui vole à 100 mètres du sol avec un parfait inconnu. C'est d'autant plus con avec ce qui suit. La maison est prise dans une tempête et Carl perd connaissance. Et pendant tout ce temps, Russell a pris la barre et les a conduits aux chutes du paradis, en Amérique du Sud. Ce gamin est stupide. Bref, ils atterrissent un peu en catastrophe. Où sommes-nous? En tout cas, ça ressemble ni à la ville, ni à la jungle, monsieur Fredriksen. T'as dit toi-même que vous étiez aux chutes du paradis il y a 1 minute. Je suis pas sûr qu'il y ait des bus aux chutes du paradis.
Et pourquoi est-ce que Karl y a prêté aucune attention? Je veux dire, oui, le gamin est chieur, mais il a jamais menti jusqu'à présent. Karl fait grimper Russell sur ses épaules pour qu'il atteigne la maison. Une fois que tu seras arrivé là-haut, Il a grimpé d'à peine 10 cm. 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 Il a grimpé d'à peine... Oh, quelle surprise! Il a grimpé d'à peine 10 cm. Ah, je suis mort de rire. Intérieurement. Ne pouvant y remonter, il décide de tirer la maison jusqu'à l'endroit où Ellie la voulait. Ouais, et on réfléchira après à comment faire rentrer Russell chez lui. et si nous ne sommes pas au pied des chutes au moment où cela se produira, nous n'arriverons jamais aux chutes du paradis. J'ai trouvé du sable. Est-ce que c'est un univers où le sable est rare? J'ai mal au coude et j'ai envie d'aller au petit coin. Je t'ai demandé si tu voulais y aller il y a à peine 5 minutes. Mais j'avais pas envie il y a 5 minutes. Je veux pas manger les épinards, c'est pas bon! Allez, va dans les buissons et fais ce que tu dois faire. D'accord, gardez mes affaires. J'ai toujours rêvé de faire ça dehors. Tant mieux pour toi. Monsieur Fredriksen, je suis censé creuser le trou avant ou après? Oh, Là-haut, le grand chef-d'œuvre Pixar! Après avoir fait son trou, il tombe sur un oiseau étrange. On peut le garder, s'il vous plaît. Je lui trouverai de la nourriture. Je le promènerai et c'est moi qui changerai le fond de sa cage. Je peux regarder la télé après 22 heures, maman? Et j'avoue que l'oiseau est rigolo au début, mais ça me fait vite déchanter quand je me rends compte qu'ils veulent en faire un perso important. Ouais, parce qu'un truc avec cette gueule-là, je vais vachement m'y attacher sérieusement. Cela dit, ce n'est pas leur compagnon forcé le plus agaçant. Je m'appelle Doug, je ne vous connais pas, mais je vous aime. Doug parle grâce à un collier qu'il a autour du cou, et le principe ne me dérange pas. Mais vous étiez obligé de lui donner une voix débile. Mais c'est un oiseau. Mais c'est un oiseau. Et au final, tout ça m'amène à parler du plus gros souci que j'ai avec ce film, son humour. L'humour de ce film est extraordinairement puéril. Et les enfants devraient adorer. Mais en tant qu'adulte, je me sens légèrement insulté d'avoir à supporter ça. Merde, Disney et Pixar nous ont habitués à bien mieux en termes d'humour dans leurs films. On dirait sincèrement qu'un enfant de 8 ans a écrit ça. C'est un vieux grincheux et un enfant qui se retrouvent dans un endroit super mystérieux où ils rencontrent un oiseau tout marrant qu'ils appellent Kevin, puis un chien qui parle avec une voix bête, et puis il y a d'autres chiens, et leur chef il a son appareil cassé qui lui donne une voix tordue trop rigolote. Puis il y a un moment, les chiens ils pilotent des avions, ils se font avoir en étant distraits par le mot écureuil. C'est trop drôle. Écoutez, je ne vous insulte pas si ça vous fait rire. Moi-même, il m'arrive de rire devant de l'humour bas de plafond. Mais jamais je n'associerai ce genre d'humour à un chef-d'œuvre. Et c'est pas le pire non plus dans le genre, mais ça me gave qu'autant de gens aient élevé ce film comme le meilleur Pixar alors qu'il repose sur autant d'humour infantile. C'est une insulte au bon humour pour moi. Bref, on découvre d'autres chiens comme Doug qui sont à la poursuite de l'oiseau. On ferait mieux de lui dire que quelqu'un a pris l'oiseau, pas vrai, Alpha? Non. Dans nos filets, l'oiseau ne saurait tarder à tomber. J'ai le sentiment que je devrais avoir une certaine réaction face à ça. Quelqu'un pourrait-il me la singer? T'as une drôle de voix. Ah oui, merci, c'est ça. Il fallait rire. Il découvre que Doug est près de Kevin et suivent son signal pour le retrouver. Vous savez, c'est censé être drôle parce qu'ils agacent Karl. Malheureusement, ça a l'effet inverse quand ça se transmet aussi aux spectateurs, comme c'est mon cas. Bref, ils se posent pour la nuit et on en apprend un peu plus sur Russell. C'est la première fois de ma vie que j'ai monté une tente.
Tu les as piqués, la moitié de tous tes badges ou quoi? Pourquoi ne demandes-tu pas à ton père de t'apprendre à monter une tente? Je crois que mon père n'a pas envie de parler de ces choses-là. Je lui téléphone, mais Phyllis me reproche de l'appeler un peu trop souvent. Phyllis? Pourquoi appelles-tu ta propre maman par son prénom? Mais Phyllis n'est pas ma maman. Oh, bouh, ses parents ne sont pas là pour lui, je suis tellement triste. C'est peut-être parce que t'es qu'un sale chieur, ok? Je m'excuse, c'était méchant. En dehors du fait que le coup des parents absents a déjà été fait ad nauseam dans les films américains, ses parents subviennent bien à ses besoins et il a une nounou qui s'occupe de lui. Donc vous m'excuserez si je ne suis pas du tout attristé pour lui. Je te propose un jeu. Ça s'appelle Le premier qui parle a perdu. Ah, c'est drôle. Ma mère adore ce jeu. Mais apparemment, ça a un peu attristé Carl le renfrogné qui se retrouve à lui promettre de protéger Kevin. Oui, je suis sûr qu'un septuagénaire fera des merveilles à ce niveau-là. Et le lendemain... Ils ont mis toute la nuit pour les retrouver. Alors qu'ils avaient le signal de Doug et qu'ils étaient passés à côté d'eux dans l'après-midi... Bon, ils les forcent à se rendre là où habite leur maître, qui n'est autre que Charles Muntz, l'explorateur qu'on a vu au début du film. Mon épouse et moi-même étions vos plus grands fans. Ça prouve que vous avez du goût. Et beaucoup ont déjà signalé la différence d'âge pas du tout visible entre lui et Carl, mais peu ont soulevé toute l'absurdité autour de ces chiens. Le type est reclus ici depuis l'incident du tout début, alors comment il a pu élever autant de chiens? Sérieux, ils sortent d'où? À moins qu'ils les aient fait procréer entre eux, ça expliquerait leur connerie consanguine. Même si ça ne les empêche pas de savoir cuisiner et piloter des avions. Et puis merde, maître éleveur, explorateur, scientifique SF, épéiste, ce mec est un putain de méchant de Batman ou quoi? Dans d'autres scénarios, ça ne me dérangerait pas. Mais là, ça jure un peu avec le contexte plus réaliste de l'histoire entre Carl et Ellie. Je dis ça, je dis rien. Enfin bref, il les invite à dîner. Ouais. Là-haut, le grand classique Pixar. Mais Muntz finit par dévoiler son côté sombre. Magnifique, n'est-ce pas? Ah, je lui ai consacré toute ma vie. J'ai tenté maintes fois de le débusquer du labyrinthe tortueux où il vit. Oh, on dirait Kevin, vous trouvez pas? Kevin? C'est un plaisir que tu sois là, Russell, dis donc. Je lui ai fait goûter mon chocolat et elle adore ça. Mais il n'y a plus d'oiseaux. Il s'est sauvé. Et c'était très con de ta part, Carl. Tu aurais pu t'en sortir en disant une demi-vérité. Dis juste calmement que oui, l'oiseau vous a suivi, mais qu'il a dû fuir en entendant arriver les chiens. T'as pris le ton le plus louche du monde, là. Cela dit, ça n'aurait sans doute pas empêché notre sous-capitaine à cap de péter une durite. Ouais, désolé, pas fan du méchant. Le concept autour de lui n'est pas si mal, mais comme je l'ai dit, il a été très mal amené, il n'est quasiment pas développé, et le film n'utilise même pas le fait qu'il soit le héros d'enfance de Carl à son avantage. On ne le voit pas une seconde anéanti par cette découverte. Parce que si mon héros d'enfance avait viré fou dangereux, je vous assure que je serais anéanti. Et une fois qu'il est révélé être un méchant, le film n'en a honnêtement plus rien à foutre de ce qu'il représentait avant. Et c'est pas rien! Ce type est la première chose qui a rapproché Carl et Ellie, et il est traité comme un grand méchant et c'est tout! Le voilà, mon argument numéro 1 contre la théorie du rêve! Bref, Kevin finit par se faire remarquer. Il est là. Comment il a réussi à rester caché de Muntz et de ses chiens pendant tout ce temps? Et Carl et Russell arrivent à faire tout le chemin jusqu'à la maison sans que les chiens les interceptent. S'ensuit une course-poursuite où ils auraient normalement dû être rattrapés en 3 secondes, mais la fée des facilités scénaristiques était de leur côté. Ils parviennent à s'échapper, mais sont assez vite retrouvés.
Carl et Russell essayent de libérer Kevin, mais Munn se détourne l'attention en mettant le feu à la maison, ce qui lui permet... rien du tout en fait. Ces chiens sont à 30 mètres de là et l'oiseau est blessé, donc que Carl soit resté ou pas pour l'aider, ça n'aurait pas changé grand chose. Vous avez abandonné Kevin. Vous l'avez carrément abandonné. Oh, va te faire mettre avec ta culpabilisation à 2 balles, il aurait rien pu faire. Carl laisse tomber tout ça et amène enfin sa maison au sommet des chutes. Tenez. Tout ça, j'en veux plus. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'il en veut, lui? Et c'est là qu'on arrive au deuxième grand moment émouvant du film. En se revoyant l'album Souvenir d'Ellie, Carl se remémore leurs plus grands moments passés ensemble et finit par comprendre différemment ses derniers mots. Merci pour l'aventure, maintenant trouve-t-en une nouvelle. Il finit par ne plus être enfermé dans son passé et par s'ouvrir complètement à poursuivre sa vie sans elle. C'est un très beau moment. Sauf que la nouvelle aventure, c'est faire équipe avec un gamin chieur pour sauver un oiseau ridicule des mains d'un capitaine à cabot rabais avec des chiens qui parlent. Ça gâche un peu le poids de l'instant pour moi. Il décide alors de jeter tous ses souvenirs d'Ellie pour que la maison soit plus légère et puisse voler à nouveau. À nouveau, joli geste, contexte ridicule. Et puis, je pense pas que la jarre à monnaie ait beaucoup joué dans la balance. S'ensuit de l'action aérienne assez correcte jusqu'à... Capitaine d'escadron à vos ordres. Grille 2, reçu 5 sur 5. Chaque fois que j'entends quelqu'un dire que là-haut est un chef-d'œuvre, j'ai toujours envie de lui montrer cette scène Les 3, 5 sur 5. et de demander, s'il vous plaît, expliquez-moi en quoi cette scène s'inclut dans un chef-d'œuvre, parce que je ne vois pas. Des putains de chiens qui pilotent des avions avec des manches os en plastique, qu'est-ce que ça a de chef-d'œuvresque ça? Dites-le moi! C'est une question sérieuse que je pose là. Enfin bon, Carl et Munn sont un combat stupide. Allez-y, crachez le morceau. Les chiens aviateurs sont battus de façon stupide. L'écureuil. Où ça, l'écureuil? Et Doug bat le chef des chiens de façon stupide. Ne restez pas immobile, imbécile. Attaquez! J'ai le sentiment que je devrais avoir une réaction face à ça. C'est quoi déjà? Ah oui, c'est vrai. Merci. Carl récupère tout le monde, sauf que... Sortez de là, bande de cons! Et le méchant meurt de façon un peu forcée. Kevin! Du chocolat! Une chance que l'oiseau se soit tourné pile poil au bon angle pour enlever son fusil. Et heureusement qu'il s'est approché pour les mettre en joue. C'était génial! J'ai failli mourir 3 fois! Sérieux, il a failli mourir 3 fois et il est content! Et Carl dit adieu à sa maison qui flotte au loin, prêt à démarrer une nouvelle vie avec Russell et Doug. Une très belle idée, très discutablement illustrée. Ah oui, et ils savent piloter un dirigeable maintenant. Oh la ferme! C'était donc Là-haut. Et je le redis, c'est un film correct. Mais il est correct de la pire façon qui soit pour moi. Oui, Cars 2 a son lot de moments ridicules et aucun passage n'a su m'émouvoir un tant soit peu autant que les plus grands moments de Là-haut. Mais Cars 2, lui, a su maintenir une consistance dans sa qualité. Si on devait représenter l'évolution de qualité du film, voilà ce qu'on aurait à peu près. Et voilà ce qu'on aurait en faisant ça pour Là-haut. Ce film n'est vraiment rattrapé que par ses moments touchants en lien avec Carl et Ellie. Et c'est beaucoup de mérite quand tout le reste n'est qu'une aventure faux-folle sans intérêt, mal amenée, avec des personnages ridicules et une mini-morale écolo ultra rebattue.
Et les enfants, c'est pas bien de chasser les animaux. Ça ne vole pas haut. Et c'est ça qui rend ce film frustrant à un certain degré. Je voudrais que cette histoire sublime entre Carl et Ellie soit incorporée dans un meilleur film que ça. C'est pour ça que je lui préfère très légèrement Cars 2 et Le Monde d'Arlo, parce que ces films-là ne me frustrent pas, Mais ce qui me frustre le plus, c'est que, comme je l'ai dit, tout le monde crie au chef-d'œuvre. Ça m'agace un peu que là-haut ait été considéré comme le plus grand film Pixar pendant aussi longtemps. Mais un autre film a pris cette place-là il y a peu, et c'est déjà mieux. À la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile.